et bienvenue à l'émission Faisons le point. En partenariat avec la Ville de Saint-Hyacinthe, nous vous parlons aujourd'hui des bandes riveraines. Qu'est-ce qu'une bande riveraine? À quoi sert-elle et pourquoi il faut l'entretenir? Julie Gagnon, chef de la division environnement au service de l'urbanisme de l'environnement de la Ville de Saint-Hyacinthe, est avec moi aujourd'hui pour vous en parler davantage. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle ici à la Ville de Saint-Hyacinthe? Ben oui, moi, comme tu l'as dit, je suis nouvellement chef à la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement. Je suis biologiste de formation et puis je travaille sur tous les projets là, qui touchent l'environnement avec ma formidable équipe de techniciens là, au sein de la ville. Donc, notre but, c'est de conserver les milieux humides, conserver les milieux naturels, les améliorer, les préserver et sensibiliser la population à tous les bienfaits là, de ce bel environnement. Donc aujourd'hui, on va parler des bandes riveraines, justement parce que c'est en lien avec des milieux naturels et des milieux hydriques. Alors, qu'est-ce qu'une bande riveraine? Une bande riveraine, en fait, c'est une ceinture qui va permettre de protéger le cours d'eau. Donc, la bande riveraine, elle va faire office de filtre. C'est une bande qui va mesurer en normalité, là, dans la plupart des cas où à Saint-Hyacinthe, ça va mesurer environ 10 mètres. Donc, la bande riveraine mesure en général 10 mètres de largeur sur la plupart des propriétés à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est à partir du littoral, on mesure 10 mètres. Le littoral, c'est l'endroit où est-ce que l'eau va monter assez régulièrement, au moins une fois par année ou une fois aux 2 ans, qui va influencer la végétation. Donc, dans le littoral, on va avoir plus des plantes de milieux dites aquatiques et dans la bande riveraine, on va avoir des plantes de milieux humides ou de milieux terrestres. Donc, dans le littoral aussi, on appelle ça dans le jargon l'habitat du poisson. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment dans l'année, il va y avoir du poisson à cet endroit-là. Donc, la bande riveraine, c'est une bande de protection qui, en général, doit être végétalisée en tout temps. Elle doit être végétalisée avec les trois strates de plantes, donc les arbres, les arbustes et les herbacées. Donc, chaque strate arbustive, arborescente ou herbacée va avoir un rôle dans la protection de la bande riveraine. Donc, en premier lieu, les arbustes ont un système racinaire qui est dense et profond. Ils vont permettre de conserver les sols, de retenir les sols. Ils vont aider aussi à la filtration de tous les contaminants qui vont ruisseler vers le cours d'eau. Les arbres, eux autres, ils vont faire de l'ombre. Ils vont aussi avoir un système racinaire qui va aussi aider à la stabilisation des sols. Les herbacées, elles, vont beaucoup capter tous les nutriments qui vont arriver, les sédiments et tout ça, donc vont vraiment faire un rôle de filtre. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces trois strates-là là, dans notre bande riveraine. En général, on va privilégier les espèces dites indigènes. Donc, c'est des plantes qu'on va retrouver naturellement dans nos boisés, dans nos milieux humides, dans nos milieux naturels. Donc, c'est des plantes qui sont déjà acclimatées à nos conditions, à notre milieu et surtout à nos conditions météorologiques. Donc, on va vraiment favoriser ces espèces-là au détriment des espèces dites ornementales, des rosiers là, qui ont été modifiés pour avoir des belles grosses fleurs. Donc, on va vraiment privilégier les espèces indigènes dans nos bandes riveraines. La protection des bandes riveraines, c'est une stratégie pour lutter contre les nutriments qui vont ruisseler dans nos cours d'eau, qui vont lutter contre le réchauffement de nos cours d'eau. Donc, c'est vraiment une stratégie pour améliorer la qualité de nos cours d'eau. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de la préserver. Comme dans notre région aussi, c'est quoi les bienfaits d'une bande riveraine? Les bienfaits d'une bande riveraine, c'est vraiment pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est vraiment, vraiment ça. Ça va faire, comme je vous expliquais tantôt, ça fait un filtre, ça fait une barrière pour les nutriments, pour les engrais, les pesticides, pour tous les sédiments. Donc, la bande riveraine va intercepter ça avant que ça ruisselle vers le cours d'eau. Donc, ça, c'est un des bienfaits de la bande riveraine. Ensuite, un autre bienfait, ça va réguler la température de l'eau. Donc, quand on a une bande riveraine qui n'a pas de végétation, donc qui serait un sol à nu, ou qui serait un muret de béton ou toute autre structure, il n'y aura pas d'effet d'ombre. Au contraire, le soleil va vraiment plus réchauffer ces matières-là, ce qui va faire en sorte que ça va réchauffer l'eau. Quand on réchauffe l'eau, on a moins d'oxygène dans notre eau. Les poissons et la faune ont moins d'oxygène et aussi sont moins confortables dans de l'eau chaude.
Donc, les avantages aussi d'une bande riveraine végétalisée, c'est au niveau des arbustes. Quand on a des arbustes, comme je disais tantôt, ils ont un système racinaire qui est profond, qui est dense, qui va permettre à retenir les sols. Donc, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour votre propriété parce que ça va réduire les effets de l'érosion. Donc, on n'aime pas ça, perdre notre terrain. Donc, c'est important de pouvoir le conserver et naturellement, avec les racines des arbustes, on y parvient. On comprend que dans certains cas, il n'est pas possible, juste avec la végétation, de prévenir l'érosion. Donc, on va avoir besoin d'une meilleure stabilisation, soit par enrochement, soit par une autre méthode avec du génie végétal. Il est toujours moyen, avec les enrochements d'aujourd'hui, d'intégrer de la végétation pour améliorer la qualité, pour donner des bénéfices. Donc, avant, dans le passé, on voyait souvent des grands murets de béton rectilignes, très longs, le long des cours d'eau. Donc, ces murets-là, en plus de faire réchauffer l'eau, ils ne permettaient pas d'avoir un habitat pour la faune. Donc, aucun animal avait la possibilité d'aller se réfugier, d'aller se reposer, d'aller se reproduire. Donc, avoir la possibilité d'avoir une bande riveraine végétalisée, ça permet aussi aux animaux d'avoir une certaine intimité pour se reproduire, tout comme nous, ils aiment avoir une certaine intimité. Donc, on peut souvent penser que dans les bandes riveraines, quand on les conserve, qu'on perd de l'espace sur notre propriété. Donc, en général, quand on conserve une bande riveraine de 10 mètres qui est végétalisée, qu'on n'entretient pas ou très peu, les gens pensent qu'ils perdent de l'espace. Par contre, quand que vous avez de l'érosion, quand vous perdez une certaine partie de votre terrain à chaque année, vous perdez cette superficie-là et il n'est plus possible de la récupérer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de conserver, votre bande riveraine. Oui, vous conservez un 10 mètres, mais ultimement, vous allez avoir des bénéfices. Vous allez également pouvoir voir la biodiversité s'installer, la nature prendre son cours. Vous allez pouvoir aussi voir des espèces animales. Vous allez pouvoir voir des tortues. Vous allez pouvoir avoir des animaux, des oiseaux de proie, des pigargues. Vous allez pouvoir avoir des grands hérons. Vous allez même pouvoir avoir la chance de voir des loutres qui aiment ça se chamailler et jouer dans la rivière Yamaska. Donc, toutes ces belles choses-là, vous pouvez les voir directement dans votre cours quand vous conservez une belle bande riveraine végétalisée. Et Julie, si au contraire, on s'en occupe pas, puis on prend pas soin de notre bande riveraine, c'est quoi qui arrive? Mais c'est sûr, le plus grand bénéfice, c'est de ne pas s'occuper de notre bande riveraine. Justement, de la laisser naturelle, de laisser la nature prendre son cours. Ça, c'est la meilleure solution. Dans le passé, c'était vraiment la mode d'avoir des gazons bien verts, bien taillés, tondus, sans mauvaises herbes, ça jusqu'à l'eau. Les gens, là, ils taillaient ça. Aujourd'hui, avec les études, on se rend compte que cette pratique-là est très néfaste pour l'environnement. Donc, on ne l'encourage pas. Au contraire, on encourage vraiment de laisser les arbustes pousser, les herbacées et les arbres. On dit, on n'entretient pas, on coupe pas, on taille pas. C'est sûr que des fois, on peut quand même en couper un peu pour améliorer la croissance, enlever les mauvaises herbes. Il y a quand même un petit entretien qu'on peut faire, mais on passe pas la tondeuse dans notre bande riveraine. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour la préserver. Parfait. Puis ici, on parle de Saint-Hyacinthe puis notre région. La rivière Yamaska, à quoi ressemble son état? On est rendu où? Donc, nous savons que la rivière Yamaska, c'est une rivière qui a quand même des problématiques de qualité de l'eau. Mais la ville de Saint-Hyacinthe et ses citoyens travaillent très fort chaque jour pour l'améliorer. Nous aussi, à la ville, on essaie de faire des projets, on améliore nos bandes riveraines, on tente aussi de sensibiliser les gens à ce niveau-là. Donc, la rivière Yamaska et ses tributaires, parce qu'il y a plusieurs petits cours d'eau qui vont se déverser dans la Yamaska. Donc, c'est pas juste la Yamaska qui est polluée, mais tous les petits cours d'eau aussi là, qui vont venir là, se déverser dans la rivière. Donc, la rivière Yamaska, c'est une rivière qui a quand même une eau assez turbide, assez opaque. C'est pas une eau claire, là, comme dans la mer des Caraïbes. Là, on s'entend là-dessus. Là. Donc, si c'est pour faire des activités récréatives, d'être dans une rivière qui a de l'eau opaque, de l'eau brune, de l'eau odorante, c'est un petit peu moins le fun pour faire nos activités récréatives. Mais quand on conserve nos bandes riveraines, quand on améliore la qualité de l'eau, oui, c'est très bénéfique pour la faune et la flore. Les poissons vont être très heureux de se promener dans une eau qui est beaucoup plus limpide et qui a beaucoup moins d'algues et de végétation. Mais ça va aussi améliorer nos activités récréatives. Donc, de pouvoir faire du paddleboard, de pouvoir faire du kayak dans une rivière qui a une meilleure qualité d'eau, c'est beaucoup plus agréable aussi.
Fait que nous, en tant que citoyens, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour aider à l'améliorer, outre les bandes riveraines, si on veut prendre soin de l'environnement autour? Mais oui, c'est sûr qu'une des meilleures stratégies, c'est de bien entretenir notre bande riveraine, mais il y en a d'autres aussi, de faire attention à ce qu'on rejette dans nos égouts. C'est très important parce que quand on rejette des choses dans nos toilettes, dans nos lavabos, ça disparaît pas miraculeusement. Oui, ça s'en va dans un site de traitement des eaux usées, mais c'est quand même pas un traitement magique. Il y a quand même certains polluants qui vont pouvoir finir dans la rivière. Et dans nos égouts pluviaux, il n'y a aucun traitement. C'est vraiment directement rejeté à la rivière. Donc, on fait attention à ce qu'on rejette dans nos égouts. On essaie aussi de pas trop artificialiser nos terrains, donc d'avoir le moins possible d'asphalte ou de surface imperméable. Parce que les surfaces imperméables, ça le dit, l'eau va ruisseler avec tous ces contaminants et va se diriger vers les cours d'eau ou vers les égouts pluviaux ou vers les fossés qui, ultimement, vont finir dans les cours d'eau. Donc, quand on a des surfaces qui sont perméables, soit des surfaces gazonnées, des jardins, des parterres de fleurs, peu importe, ces sols-là vont absorber les nutriments qui vont être captés dans les sols au lieu d'être dirigés vers les cours d'eau. Pour terminer, on va aussi demander aux gens de ne pas utiliser d'engrais et de fertilisants sur leur pelouse. Parce qu'on sait que quand il va y avoir de la pluie, la plupart des nutriments qu'on va avoir mis dans notre pelouse vont ruisseler vers les cours d'eau. Les nutriments dans les cours d'eau vont augmenter la prolifération des algues et des plantes aquatiques. Donc, souvent, les plantes, quand il y a beaucoup de plantes aquatiques et d'algues, les poissons ont moins d'espace pour se promener. 2, ça va aussi, la nuit, avec le manque d'oxygène, ça va favoriser la dégradation anaérobique, ça va former des odeurs. Donc, les odeurs qu'on va dire plus de marais, qui sont moins intéressantes pour les gens, sont moins intéressantes pour ceux aussi qui font des activités récréatives dans l'eau. Donc, on essaie de limiter le plus possible l'utilisation des fertilisants sur nos pelouses pour justement améliorer la qualité de notre eau. Est-ce qu'ici, il y a une réglementation qui entoure les bandes riveraines? Oui, il y a une réglementation qui a été mise en place par le gouvernement. Il n'y a pas très longtemps, via le régime transitoire. Avant ce régime transitoire-là, on utilisait la politique de protection des rives et du littoral et des plaines inondables, qui était également du gouvernement. Le gouvernement a délégué le respect réglementaire aux villes et aux MRC. La réglementation va indiquer dans un premier temps la largeur de la bande riveraine. Donc, comme je vous disais au départ, normalement, la plupart des terrains à Saint-Hyacinthe, la bande riveraine va mesurer 10 mètres. Dans certains cas, elle peut mesurer 15 mètres. C'est en fonction de la pente du talus et la hauteur du talus. Donc, ces terrains-là, c'est quand même assez rare. On peut valider là, avec la municipalité pour voir c'est quoi notre bande riveraine, mais de prendre un 10 mètres, c'est déjà une bonne mesure. En milieu agricole, eux aussi, ils ont une bande riveraine de 10 mètres ou de 15 mètres, mais eux, ils ont un droit, si on veut, de travailler au champ jusqu'à 3 mètres du cours d'eau. Donc, de respecter une bande riveraine minimale de 3 mètres. Plusieurs agriculteurs ont amélioré leurs pratiques environnementales pour justement aller améliorer leur bande riveraine et en conserver une plus grande largeur. Donc, ils vont aller jusqu'aux 10 mètres qu'ils vont laisser en végétation naturelle et se rendre compte, dans un premier temps, qu'ils ont moins d'érosion, qu'il y a moins de sédimentation dans leur cours d'eau, que la qualité d'eau est meilleure et que ça va impliquer moins d'entretien de cours d'eau, donc moins de travaux de dragage, donc des diminutions de frais, bien sûr. Est-ce que c'est possible de faire des constructions dans notre bande riveraine? Non, malheureusement, à partir de maintenant ou à partir de plusieurs années, il n'est pas possible d'avoir une nouvelle construction dans une bande riveraine. Donc, dans certains cas, il y a des droits acquis. Donc, il faut vraiment valider avec notre municipalité qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il n'y a pas de construction de bâtiment. Il n'y a pas non plus, en général, de remise, de cabanons, de piscines, tout ouvrage, toute structure permanente, si on veut, n'est pas autorisée en bande riveraine. Mais là aussi, il y a du cas par cas parce que certaines personnes ont vraiment des terrains très, très, très petits et il y a des exceptions qui sont possibles là, via la réglementation. Julie, on sait que les bandes riveraines, ça peut être la rivière, oui, ça peut être des ruisseaux, ça peut être plein de choses. Comment qu'on peut savoir si en arrière de chez nous, si proche de chez nous, dans notre coin, on a une bande riveraine? Donc, pour le valider, en premier lieu, si vous n'êtes pas certain que le ruisseau ou le cours d'eau est un cours d'eau, donc il y a vraiment le statut, vous pouvez voir avec la municipalité ou avec la MRC. Donc, c'est facile quand on habite en arrière de la rivière Yamaska. C'est quand même assez évident de dire, bon, c'est une rivière, effectivement, j'ai une bande riveraine. Mais quand on a un petit ruisseau,
que l'eau s'écoule seulement au printemps ou à l'automne, donc on dit qu'il est intermittent. Des fois, on peut penser que c'est un fossé, que c'est pas vraiment un cours d'eau. Donc, on doit valider avec la Ville ou la MRC pour avoir le statut de ce lit d'écoulement-là. Donc, quand il y a un statut de cours d'eau, qui soit intermittent ou permanent, automatiquement, il y a une bande riveraine de protection qui doit être établie. Par contre, quand c'est un fossé, on voit, on a des fossés agricoles, on a des fossés aussi le long de certaines routes. Il n'y a pas de bande riveraine pour ces fossés-là parce que c'est comme considéré comme des égouts pluviaux, mais à ciel ouvert. Il y a un programme qui va être bientôt disponible au printemps pour la végétation, pour nos bandes riveraines. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, nous sommes vraiment fiers d'annoncer qu'à partir de ce printemps, une subvention pour végétaliser les bandes riveraines va être disponible pour les propriétaires de Saint-Hyacinthe. Donc, ce programme-là va s'adresser à quiconque habite et a une propriété le long de la rivière Yamaska. La première année, on va cibler certaines zones qui sont plus préoccupantes, qu'on a jugées qui méritaient un petit peu plus de végétalisation. Donc, tous les propriétaires, qu'ils soient résidentiels, de condos, de commerce, d'industrie, vont pouvoir bénéficier de cette subvention-là. Bien sûr, il va falloir habiter le long de la rivière Yamaska et être propriétaire à Saint-Hyacinthe. Ce nouveau programme-là, clé en main, va dans un premier temps, avec notre partenaire qui est l'organisme de bassin versant de la Yamaska, va produire des plans faits sur mesure pour chaque candidat qui va indiquer les plantes qui seraient plantées sur leur terrain pour bonifier leur bande riveraine. Donc, une personne qui va aller chez le demandeur, voir la bande riveraine et trouver une façon de l'améliorer avec les végétaux. Donc, des plans vont être faits sur mesure, présentés aux candidats pour approbation. Et ensuite, les travaux vont permettre d'aller les planter, ces végétaux-là. Et c'est clé en main. Les végétaux vont être plantés par notre organisme. Donc, le citoyen, il n'y a rien à faire. Là. Il n'y aura pas à aller les acheter. Ça fait partie de la subvention. Oui, ça fait partie de la subvention. C'est vraiment subventionné à 100%. L'achat des végétaux, la plantation. Donc, ils vont vraiment être plantés par des professionnels. C'est sûr que si le citoyen désire participer parce que ça l'intéresse, parce qu'il veut comprendre comment ça fonctionne, il va toujours avoir moyen d'être présent pendant les travaux. Mais il peut être assuré aussi que tout va être fait là, selon les règles de l'art. Il y a un petit engagement que le propriétaire devra prendre. Dans un premier lieu, il devra faire un versement de 50 $ pour, bien sûr, s'assurer qu'il va bien entretenir la propriété par la suite et qu'il s'engage à ne pas détruire cette belle bande riveraine-là qui va être aménagée sur son terrain. Il y a aussi un engagement sur 5 ans qui va permettre, à nous d'aller prendre des photos, d'aller voir l'évolution, de documenter. Donc, ça va aussi nous servir à titre de prise de données pour voir l'amélioration de sa bande riveraine. Donc, il va y avoir un avant et un après aussi. Il va y avoir aussi un guide de l'utilisateur, si on veut, un guide d'entretien qui va être remis à chaque candidat, qui va expliquer un peu comment entretenir la bande riveraine. Dans le fond, on fait rien. C'est comme je vous disais, il n'y a presque pas d'entretien. Bien sûr, si jamais, suite à la plantation, il y a une sécheresse, il n'y a pas beaucoup de pluie, on va quand même demander d'arroser un minimum pour que les plantes puissent bien grandir. Donc, ça va être seulement sur quelques semaines. Et après ça, la nature devrait prendre son cours. Les plantations sont prévues d'être faites justement à l'automne pour réduire les travaux d'entretien, donc réduire l'arrosage, mettre ça vraiment au minimum. Donc, en général, on sait l'automne, c'est un peu plus pluvieux, donc on n'a pas nécessairement besoin d'arroser. Ensuite, comme entretien, des fois, on va quand même dire, vous pouvez arracher les mauvaises herbes pour laisser les plantes qu'on a plantées bien croître, là, pour laisser l'espace qu'ils ont besoin. Donc, ça se peut qu'on ait quelques mauvaises herbes à arracher. Et c'est aussi possible qu'on ait des branches mortes à couper, à tailler pour justement aider la croissance des arbres et des arbustes, mais aussi pour vous laisser, si vous le désirez, une fenêtre de visibilité. Parce qu'on sait que chaque propriétaire riverain a le droit d'avoir une fenêtre de visibilité pour voir la rivière. Donc, en général, c'est un 5 mètres qui est possible. Il est aussi possible d'avoir un accès à la rivière. Ça fait partie des droits riverains. Donc, la personne elle a quand même le droit d'avoir son quai et d'avoir accès à son quai ou accès à l'eau. Donc, ça aussi, ça va être pris en charge, pris en compte dans les plans pour conserver cet espace-là disponible pour les propriétaires.
C'est une bonne nouvelle. Oui! Donc, soyez à l'affût. Bientôt, au printemps, on va lancer ce nouveau programme-là. Vous allez pouvoir le voir sur notre site Internet et aussi sur nos réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir participer et soumettre votre candidature. Bien sûr, pour soumettre sa candidature, il faut avoir une bande riveraine qui n'est pas végétalisée. Donc, les propriétaires qui ont une bande riveraine exemplaire, bien végétalisée, ne pourront pas bénéficier de cette subvention, mais tous les autres le pourront. On aimerait bien cette année, en 2023, faire bénéficier 7 ou 8 propriétaires. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir partagé toute cette information-là. Je pense qu'en 2023, parler de bande riveraine, parler d'environnement, on est vraiment d'actualité. Et on se retrouve à une prochaine émission de Faisons le point.